Bien, bah, c'est la dernière fois. Depuis le temps qu'on en parle, ça me paraît être une blague. Alors, comme c'est la dernière fois, bien évidemment, j'ai choisi un sujet un peu impossible. Est-ce que vous êtes obligé de faire du bruit? Vous ne pouvez pas vous arrêter? Ce serait gentil, mais si vous ne pouvez pas, tant pis. Donc, je vais essayer de dessiner un accouchement normal, c'est-à-dire l'accouchement d'une femme qui vivrait au fin fond de la forêt amazonienne ou dans les forêts birmanes, etc. Et même devant les maisons des forêts en Birmanie du Nord, je n'ai pas la photographie, mais on voit ça dans des revues telles que Géo, etc. À côté de la porte, il y a ce n'est pas une case, c'est une sorte de maison, je ne sais plus très bien comment c'est fait, mais il y a deux poutres, comment dire, peut-être pas poutres, mais deux éléments en bois qui sortent de l'architecture de la maison, qui viennent vers vous, vous voyez comme ça, qui sont des sièges d'accouchement, pour que la future maman puisse, et c'est là en permanence, génération après génération, c'est utilisé. Donc en fait, et je connais un obstétricien, mais il y en a d'autres, hein, mais j'en connais un, donc quand on en a vu un, n'est-ce pas, qui pratique cet accouchement en plein Paris aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire en profitant de la pesanteur, la maman, si elle y consent, étant accroupie, n'est-ce pas, et le bébé parfois pousse dans le fond de l'utérus avec le pied pour dégager. Voilà, c'est assez charmant. Donc, je pense que ça peut faire un dessin amusant. Donc, on va tout simplement dessiner une dame. Voilà. On va dessiner une dame. La dernière. Ça va ? Alors, je pense que dans ce cas-là, elle a quand même un peu la tête en arrière, elle regarde le ciel. Voilà. On va lui mettre, oh là là, son rachis cervical. Moi qui dis qu'il ne faut jamais trop le mettre en arrière, là, il est très en avant. Son rachis cervical, son rachis dorsal. Ça se passe pas mal, là, je crois. Son anneau, son rachis dorsal, je vais raccourcir un peu. Peut-être qu'il faut que je la coince là-haut. Donc, je reprends. Je vais la mettre là. Donc, ici, le crâne, le maxillaire. Voilà. Donc, je reprends son rachis cervical, son rachis dorsal, là on peut cambrer tout de même beaucoup, et son rachis lombaire. D'accord ? Ensuite, son rachis lombaire. Ensuite, un anneau pelvien bien ouvert, des ailes iliaques, une symphyse pubienne bien ouverte, évidemment, n'est-ce pas ? Le bassin. Donc, voilà. Ensuite, je vais peut-être nicher la cage assez vite, mais je vais quand même mettre donc une tête fémorale ici, un fémur là, un tibia, un pied ici, ça lui fait de grands membres inférieurs peut-être. Ensuite, une tête du fémur là. Pas trop, comme j'ai beaucoup ouvert là, je ne vais pas trop ouvrir ici. Je vais faire un raccourci. Voilà les lèvres de la trochlée. Je place le fémur en raccourci. D'accord ?
c'est peut-être trop fort. Oui, c'est trop fort. Donc, voilà. Voilà. Lèvre externe de la trochlée, plus haute que la lèvre interne. Et je place, j'esquisse le tibia ici. Il faudra qu'elle soit au même niveau sur le sol. Voilà. Voilà. J'ai très peur que ce soit disproportionné. Je vais vérifier. Et voilà. C'est pas en hauteur. Voilà. Ensuite, je vais mettre la cage. Je regarde. Hein. Je vais faire un bassin peut-être très ouvert. Je vais vous montrer le sublime bassin féminin que je montre dans ces grandes occasions. Oui, ça marche pas mal. Donc, vous pourrez demander à M. Comard, dans les années qui viennent, de vous le sortir dans la galerie et de vous le montrer. Je le laisse, bien qu'il m'ait été donné. N'est-ce pas ? C'est un objet tout à fait extraordinaire pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas venus souvent et qui ne l'auraient pas vu. C'est donc un bassin de jeune femme. C'est un peu triste de penser qu'elle est morte aussi jeune, avec des tibias aussi légers, vous voyez. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous voyez que tout est en solution de continuité. Vous n'avez aucun os qui soit détaché au niveau du bassin. C'est d'une très, très grande beauté. Et l'anatomiste, on appelle ça un prosecteur. Oui, j'oublie tout. Ça y est, je m'en vais, tout est parti. Alors, autrefois, il y avait un professeur et un prosecteur. Eh bien, là, c'est un prosecteur d'une habileté insensée, car vous voyez que tous les ligaments sont restés, n'est-ce pas? Et ça, vous ne le verrez jamais, je ne l'ai jamais vu, moi. Pas de voir tous les ligaments de la région du pelvis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a son sacrum? Elle a son sacrum, n'est-ce pas? Son coccyx, pardon. Elle a son coccyx, là, tout petit coccyx, ravissant. Et un tout petit peu déplacé. Elle était peut-être tombée une fois, ou elle avait peut-être reçu un coup de pied. Et alors, donc, vous voyez, elle a son ligament sacro-ischiatique, n'est-ce pas? Elle a ici encore ce dont je vous parle toujours en vous disant on ne le voit jamais. Elle a, si vous voulez les toucher, tout à l'heure vous y êtes autorisé, elle a ses épines, je lui caresse les épines sciatiques, là, ce qui est rarissime. Elle a tout, n'est-ce pas? Et elle prouve par A plus B, je vous le refais? Elle prouve par A plus B. Alors, je vais essayer de le faire comme il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Vous savez, je n'ai jamais accouché personne, moi. Hein. Donc, dans le bon, ça y est, je m'égare. Oui, c'est ça, le petit bébé qui dort dans le premier temps. Voilà, tout simplement, ici. Voilà, n'est-ce pas? Qui s'engage. Mais regardez la facilité avec laquelle il passe. N'est-ce pas? Qui s'engage, qui se retourne, il sort ses bras, et c'est fini. C'est tout de même extraordinaire, parce que quand vous comparez ça et ça, puis ça, c'est pas un crâne petit hein, de bébé, c'est un crâne de nourrisson qui est né, celui-là. Hein, c'est pas, il avait quelques jours quand il est mort. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, cette émotion-là, je m'en suis servi pour mon dernier cours officiel, en vous parlant de laxité ligamentaire. Ben, ce soir, j'aimerais être dans la mécanique du passage de la tête. Alors, bon, je le redis, mais ça, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Ici, nous avons l'anneau pelvien que je viens d'esquisser là, qui est bien évidemment l'anneau de force. Je peux peut-être y revenir un instant là-dessus, non? Parce que c'est tout de même une belle notion synthétique. Hein? Vous avez un corps qui est constitué d'un ensemble. Là, je fais vraiment l'imbécile, n'est-ce pas? Mais c'est très payant. Comme dans les livres de Sciences Nat, n'est-ce pas? Donc, je vous mets le crâne, la cage thoracique, n'est-ce pas? Et puis cette idiotie, n'est-ce pas, qui consiste à mettre le sternum devant le rachis au point qu'on les confond. Alors, on va faire un petit jeu comme ça.
voilà, les clavicules, on va essayer de bien les placer, à peu près, en gros. Voilà. Et puis ici, vous avez le poids des bras, n'est-ce pas, etc., 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 etc. Pardon. Voilà, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, chez une femme de mettons, 50, 60 kilos, ben, ça pèse très lourd, n'est-ce pas? Et ça descend au niveau du sacrum. D'ailleurs, la pointe que je dessine là, le bon Dieu ne s'est pas cassé la tête, il l'a reprise, n'est-ce pas? Il trouvait que c'était une très bonne idée, il l'a reprise pour en faire un sacrum. Et nous savons tous que nous avons 2 pieds. Voilà. Et que nous reposons non pas en quadrupédie, mais en bipédie. Voilà le problème. D'accord? Alors, je peux m'amuser un instant à rappeler ce que faisait mon prédécesseur, puisqu'on s'en va tous les 2 ce soir. Puisque, bon, eh bien, le cœur, dans un premier temps, disait il y a un disque. Et on va mettre, et il mettait les membres inférieurs dans le disque, comme ça, vous voyez, et il les descendait. Et il disait, au cours de l'existence, les membres inférieurs, évidemment, remontent, n'est-ce pas? Le disque descend, et puis ça perce là. Et les étudiants, je vous assure, prenaient en note hein, quand j'étais jeune. Et on voyait le pubis descendre et les membres inférieurs monter comme ça. Et il fallait qu'il attende un certain temps. Il n'y avait pas de réaction dans la salle parce qu'il était impressionnant. Il était toujours en chemise Lacoste blanche avec un nœud papillon à élastique, n'est-ce pas, pour être prêt à opérer d'urgence, etc. Donc, tout d'un coup, il arrêtait en disant « Vous avez compris que ce n'est pas du tout ça ». Ils avaient tous pris en note. Hein. Donc, ce n'est pas du tout ça, il faut trouver une autre solution. Et alors, l'autre solution, ce n'est pas le plein, c'est le vide. C'est bien connu, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire passer le poids, c'est 30 ou c'est 40 kilos, celle-là, elle est précieuse. C'est 30, celle-là aussi. C'est 30 ou c'est 40 kilos, n'est-ce pas? Les faire, celle-là ne marque pas beaucoup. Donc, faire passer ce poids, n'est-ce pas, dans les 2 membres inférieurs. Premier temps, ben, une symphyse pubienne, un espèce d'élastique de ligament intermédiaire, si vous voulez, qui permet qui peut permettre l'écartement de l'anneau pelvien, etc. Bon, dans un deuxième temps, on ne peut pas rentrer directement dans l'anneau pelvien, n'est-ce pas, parce que ça perce, etc. Donc, on rentre tangentiellement, et c'est miraculeux, parce qu'ainsi, on place un col, n'est-ce pas? On place un col, voilà, qui écarte le départ des fémurs. Voilà. Il suffit ensuite de placer une aile iliaque ici, dont l'ampleur dépend bien évidemment du développement musculaire. Donc, ce sont les hommes, bien évidemment, qui ont les bassins les plus importants, n'est-ce pas? C'est la graisse qui est importante chez la femme. Donc, et je vais faire paradoxalement en blanc, n'est-ce pas, les muscles adducteurs, ici, et les muscles abducteurs, abducteurs en dehors, adducteurs en dehors. Et plus le membre inférieur est grand, long, pesant, etc., plus l'aile iliaque monte, n'est-ce pas? Donc, plus on a affaire à un homme grand, plus on a un bassin haut. Voilà. Donc, voilà le principe. Donc, on retrouve ici cet anneau pelvien, n'est-ce pas, chez une femme, ouvert, comme le voulait Berthe, n'est-ce pas, bien différencié l'anneau pelvien féminin de l'anneau pelvien masculin, qui est un cœur resserré. Quelle était l'expression que j'avais eue qui vous plaît tant? Ah, bon, non, je ne fouillais pas. Alors, donc, voilà, il m'arrive d'avoir des expressions inoubliables pour Berthe. Donc voilà la symphyse pubienne, voilà la crête iliaque, voilà l'épine antérieure et supérieure,
voilà l'épine antérieure et inférieure. Voilà, c'est très beau ça. Le sourcil, vous imaginez que c'est la dernière fois que je le dessine? Donc, voilà le sourcil cotyloïdien qui donne naissance, là on va pousser loin la féminité, qui donne naissance à ce triangle. Vous voyez, c'est du sourcil cotyloïdien que naît le triangle de la petite L, n'est-ce pas, qu'on appelle, et ce trou-là, on l'appelait autrefois trou obturateur, ce qui ne veut rien dire. En fait, il est obturé, je ne crois pas, oui. Là, il a été dégagé, vous voyez, mais on voit bien, si vous regardez de près, on voit bien que les ligaments ont été coupés et malheureusement, il est dégagé. Ça aurait été bien que d'un côté au moins, il fût fermé. Donc, voilà le principe, n'est-ce pas, du bassin. J'insiste un tout petit peu là, en creusant, ça vous va, en creusant la crête iliaque, en arrière, donc, hein, plaçons-la si vous voulez. Voilà. Donc ici, là, vous avez l'épine sciatique. Ceux qui ont eu des douleurs sciatiques connaissent bien cet endroit, n'est-ce pas? Il y a une artère qui passe là, une veine, un nerf très connu, le nerf sciatique, qui est très très gros, hein, et donc qui peut susciter des douleurs parce qu'il y a des rameaux afférents qui viennent de la région lombaire, etc. etc. Quand vous avez une sciatique, je ne suis pas médecin, mais la première des choses, c'est de ne jamais soulever directement comme ceci, mais de soulever avec les membres inférieurs. On a du mal à en prendre conscience, mais c'est absolument nécessaire. Donc, je vais aller un instant, si vous voulez, dessiner l'épine sciatique, là, très discrètement, en arrière de l'anneau pelvien. Et puis, je recommence de l'autre côté, L iliaque, n'est-ce pas? Donc, épine antérieure et supérieure, épine antérieure et inférieure. Regardez comme c'est beau, là, le sourcil cotyloïdien. N'est-ce pas? Je le laverai après, c'est superbe. Donc, ici, le sourcil qui enveloppe la tête, n'est-ce pas? De ce sourcil, nous faisons naître le trou obturateur. Vous voyez, je donne la vieille expression fausse, le trou obturé. Voilà. Ça a changé il y a une dizaine d'années. Voilà. Est-ce que c'est convenable? Oui. Voilà. Et voilà. Donc, voilà mon bassin. Alors, peut-être qu'on peut s'amuser. D'abord, je ferais mieux d'aller regarder de loin. Question? Peut-être qu'on va s'amuser à placer le crâne et le torse. Ça gêne un peu mon schéma à gauche, hein? Je vais l'effacer. Mais il est rigolo, donc, puis je peux en avoir besoin. Donc oui, allez, une tête née en l'air, n'est-ce pas? Avec donc le maxillaire. Attention, c'est une femme, donc on résorbe un peu le maxillaire, n'est-ce pas? Les fosses orbitaires, douces, c'est une femme. Les fosses nasales, le massif dentaire, la branche montante, la branche horizontale, l'os jugal. Voilà. Comment ça s'appelle? L'apophyse mastoïde. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est un peu nuageux. Voilà. Donc, il serait bon, peut-être là, ça descend trop, voilà. Il serait peut-être bon de calmer un peu la courbure. Voilà, là, c'est beaucoup plus juste. La courbure du rachis, n'est-ce pas? Vous pensez à vos 7 vertèbres cervicales. Vous savez que la dernière part en arrière, etc. Et en dessous, voilà. Vous avez la première côte. La première côte.
c'est avant tout la base du cou. Ce n'est pas tout à fait une côte comme les autres, n'est-ce pas? C'est plutôt une lame de couteau, opinel si vous voulez, n'est-ce pas? C'est une lame large, plate. Les autres, si vous voulez, quand on regarde la coupe d'une première côte, c'est plutôt ça. La coupe d'une côte normale, c'est plutôt ça. Donc tout de même, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein? Donc elle est posée là, à la base du cou. Et vous savez très bien que son inclinaison va par complémentarité donner l'inclinaison du cou. Si je verticalise ma première côte, n'est-ce pas, mon cou va partir en avant. Si j'horizontalise ma première côte, surtout les hommes qui portaient des corsets, et pensons à Proust, etc., ils plastronnent, n'est-ce pas? Ils ont plastronné jusqu'à la guerre 14. Tous les officiers de l'aristocratie française, les Saint-Loup et compagnie, l'exemple de Saint-Loup d'ailleurs est parfait. Hein? Saint-Loup disparaît, je ne me trompe pas, disparaît. Ils étaient tous en casoar rouge, etc. Ils ont pris la mitraille dans les premiers mois de 1914, de la guerre, n'est-ce pas, dans les premiers mois après août 1914. Donc, vous voyez bien cette espèce de façon de plastronner avec une première côte très horizontale et puis le malheureux fatigué qui avance, n'est-ce pas, qui verticalise sa première côte pour que la respiration se fasse directement dans le sens du vent. Oui, d'accord. Donc, vous avez... Je ne l'avais jamais eu, hein, celle-là. C'est la première fois. Voilà, bon. Alors, donc, vous voyez, bon. Alors, donc voilà cette première côte, n'est-ce pas? Alors, arrivant très obliquement sur le sternum, très obliquement, avec, regardons, n'est-ce pas? Avec un cartilage qui est le seul à être oblique parmi les cartilages, n'est-ce pas? Le second est horizontal. Donc, oblique en bas, n'est-ce pas? Voilà, oblique en bas, ici. Donc, on descend le sternum, voulez-vous? Là, comment ça s'appelle? L'appendice xiphoïde. Et puis surtout, faites-moi l'honneur, n'est-ce pas, de bien placer la cage thoracique tout près de la crête iliaque, surtout dans une occasion comme celle-là, n'est-ce pas? Je vous rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas des cadavres, que mon cours n'a jamais été un cours d'anatomie. Soyez gentils. Si je vous croise dans la rue à l'avenir, que vous ayez envie de me dire bonjour, c'est très gentil. De me présenter à quelqu'un, c'est très aimable. Mais vous verrez la gueule que je ferai si vous dites « c'est mon ancien professeur d'anatomie ». C'est une chose qui m'a gâché la vie. C'est simple, je n'ai jamais enseigné la dissection du cadavre. Jamais. J'ai peur de ça, j'ai horreur de ça. Le premier cadavre dont j'ai soulevé la paupière, j'ai vu ma grand-mère me regarder en me disant « qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'ai failli tomber dans les pommes, j'ai refermé la paupière, c'était là, et je suis allé me promener. C'était beaucoup moins dégueulasse qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je suis allé me promener pour oublier. J'ai horreur de tout ça. Si ça vous intéresse, dans le catalogue de l'âme au corps, qui était une belle exposition, j'ai fait un long article, mais long, pour expliquer que je n'ai jamais enseigné l'anatomie. D'accord? Et que j'ai cru enseigner autre chose. Alors, vous dites, c'est un de mes anciens professeurs, si vous ne vous souvenez plus. Sinon, professeur de morphologie. Morphologie, je vous rappelle une dernière fois que ça veut dire tout simplement l'étude de la forme. Bon, alors, où en étais-je? Je ne sais. Ah oui, les cadavres. Je vous en ai montré l'autre jour. Ce soir, ça aurait vraiment été inconvenant, n'est-ce pas? Il y a une distance considérable entre la cage thoracique et le bassin. Sur le vivant, c'est absolument faux. Vous voyez, j'arrive, je me tiens droit, je ne triche pas. J'arrive à glisser mes doigts à l'horizontale, même pas comme ça. J'arrive à glisser un travers de doigt. Et si je fais ça, n'est-ce pas, ma cage rentre dans mon bassin. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout le cadavre avec 4 travers de doigts. Et dès la 8e, dans les dessins de sciences nat, on voit des cadavres sur... Je n'ai jamais pu m'y opposer. On m'a mis du jury chez Larousse
pour juger du Larousse médical il y a 20 ans, on ne m'a jamais réinvité. Et c'était d'une bêtise crasse, mais crasse. Donc, je ne sais pas pourquoi, il continue. Les monteurs de squelettes, c'est la même chose. Vous avez un vide considérable. Moi, je suis désolé, sur le vivant, je n'ai jamais pu, par exemple, prendre le foie de quelqu'un, comprimer, et palper la vésicule biliaire. Jamais, jamais. Ce n'est pas prévu pour. Donc, c'est peut-être un peu tassé, là, mais il faut l'admettre. Et je dirais même que je crois, je ne vais pas faire la femme qui accouche, mais pourquoi pas? Oui, mais si. La cage passe devant le bassin. Donc, il faut y aller. Vous voyez, d'ailleurs, ça choque, là. Il faut y aller. Et voilà. Et à ce moment-là, regardez, c'est drôle. Ma cage qui avait des problèmes, eh bien, elle retrouve ses proportions. Et la nénette qui accouche, là, elle commence... Pardonnez-moi, je n'ai rien trouvé d'autre. Alors, elle commence à sortir un peu du tableau noir. D'accord ou pas? Question. Oh oui, on s'y croirait. Mais elle a le maxillaire tordu. Hein. Bon. Vous voyez, il y a un faux trait là-haut. Voilà. Donc, si l'axe, ça c'est vraiment une belle erreur, si l'axe est là, il ne faut pas que je m'en aille autant. Voilà, il faut que je redresse là et que je retire ici, et ça doit aller mieux. Puis je vais retirer ça là aussi, parce que c'est désagréable, et ça là. Voilà, ça lui fait un coup très long, elle va chercher sa respiration très loin. Bon, on verra si on lui met... Ah oui, elle a les mains... Mais on va peut-être faire ça plus tard. Elle a les mains appuyées sur les cuisses. Oui, mais c'est très important, ça. Elle a les mains appuyées sur les cuisses pour aider ses adducteurs. Hein. Question? Non? Alors, le bas, ça, c'est agréable et commode, non? Le fémur qui est là, il se présente très bien. Bas avec la grande courbe qui s'en va. Voilà. D'accord? Voilà. Ça va? Hein? Un peu comme ça. D'accord? Très peu de lèvres externes. Donc, plaçons la tête et hop, envoyons-le. N'est-ce pas? Très peu de lecture du petit trochanter, mais surtout une maîtrise de la courbe, là. Hein? Voilà. La tête est partie dans le sourcil, donc le col commence ici. Petit trochanter là, si vous y tenez. Grand trochanter de l'autre côté. Et alors là, un tout petit raccourci et les courbures spiralées. Tiens, c'est drôle. Ça existe. Il y a un tubercule du grand adducteur, dont je ne parle jamais, qu'on voit là, un peu abîmé. Hein. Mais il est là. Je veux plus peut-être m'en servir tout à l'heure. Oui, il est là. Parce qu'il me faudra un grand adducteur. Il est né par hasard sous la craie. Donc, regardons un peu les courbures spiralées, que je ne fasse pas d'ânerie. Oui, ça peut presque aller. Celle-là est un peu en avant. Le haut. Voilà, là, ça marche très bien. Donc, lèvre externe, oui, je dis bien lèvre externe de la trochlée, n'est-ce pas? Mais le condyle interne avançant tellement qu'il ne faut pas trop insister. Hein, voilà, d'accord? Alors ensuite, eh bien, on a le tibia. Évidemment, tout le monde sait qu'il faut réserver un espace assez grand pour les ménisques. Et je vous rappelle, mes amis, que dans cette position, n'est-ce pas, il n'y a que cela qui pèse, n'est-ce pas, qui pèse sur le ménisque. Quand vous êtes debout, les ménisques sont très aplatis sous tout le poids du corps qui leur tombe dessus, divisé par 2. On est d'accord? Quand vous êtes debout, tout le poids du corps, moins les jambes et les pieds, pèse sur les ménisques. Donc les ménisques, qui sont des croissants cartilagineux nacrés, encaissent, n'est-ce pas? Les deux croissants s'étalent et encaissent.
Si par contre, vous êtes en position assise, n'est-ce pas, il n'y a que ce petit élément-là qui pèse sur les ménisques. Rien, 1,5 livre. D'accord? Donc par là même, quand vous dessinez un genou, il est beaucoup plus haut et le ménisque s'ouvre, n'est-ce pas? Et se resserre sur lui-même, tout content comme ça, alors que quand tout le poids du corps lui pèse dessus, il en prend un vieux coup, n'est-ce pas? Si je puis dire. Donc, c'est par plaisir, si vous voulez, mais je vous indique une dernière fois donc, que là, vous pouvez y aller, vous pouvez placer un vide méniscal, comme on dit, c'est assez chic. Voilà, ce que je n'avais pas fait dans un premier temps. Donc, ensuite, le chapiteau tibial, la tubérosité antérieure du tibia, ça vous va, ça? Et puis, allez quoi? La face antérolatérale interne sous-cutanée du tibia. Photographe? Allez-y. C'est la dernière fois. Donc, là, voilà. Je vous la peins même en jaune ce soir. D'accord? Donc, là, voilà. N'est-ce pas? Elle correspond. Vous voyez quel cabot j'étais, hein, quand même. Elle correspond donc. Vous en aurez pour votre argent ce soir. Elle correspond donc à cette face sous-cutanée du tibia. Là, vous ne l'oublierez plus, hein, je crois. Donc, c'est un plaisir de dessin considérable. C'est un peu comme ça qu'un jour, chez Léonore Fini, cette femme qui a été une femme peintre qu'on a méprisée, bon, mais on y croisait la terre entière. Moi, je lui avais envoyé un devoir de lycée, figurez-vous. J'avais eu comme sujet, j'étais dans un bon lycée très réputé, Henri IV. Mais c'était démocratique à cette époque-là. On rentrait par concours en 6e. Et moi, j'étais un petit gamin des Halles, n'est-ce pas, qui n'habitait pas ce quartier-là, donc je traversais Paris tous les matins. Et en seconde, un jour, j'avais un prof absolument délicieux qui nous a donné comme sujet le narcissisme. Et il y avait un journal à cette époque-là assez extraordinaire qui s'appelait Art, dans lequel François Truffaut faisait la critique de cinéma, entre autres. Il y avait un article de Diberti, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain, mais il a écrit de très très belles pièces de théâtre que Suzanne Flon a interprétées, Le Malcourt, etc. Et alors, un article de Diberti sur le narcissisme, non pas le narcissisme, sur Léonore Fini, excusez-moi. Et il commençait par une citation d'elle, « J'adore me promener sur un fond de smoking hein ». J'ai mis ça en tête de mon devoir et je me suis dit, gamberge Toto, n'est-ce pas? J'avais 15 ans, 16 ans, les femmes. Hein, d'accord? La forêt. Allez, vous le voulez, encore une fois, comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, loin, doré, et de gens, ça y est, je ne m'en souviens plus. C'est un poème de Jodelle que j'adore, comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde. Donc, si vous voulez, parce que je savais qu'on m'aimait bien, j'ai pu y aller, et j'ai essayé, gamin post-pubère que j'étais, d'imaginer ce que c'était que le narcissisme féminin et le narcissisme de cette dame qui se baladait dans des soirées avec des masques de chat, etc., etc. Et 3 ou 4 gardes du corps, assez beaux hommes, etc. Et donc, le professeur, à la fin, en corrigeant, a dit « Bon, bon, ça y est, je suis parti. » Il a dit « Voilà, on met le devoir de bord là, on s'en occupera plus tard, et puis on va corriger le reste. » Et puis, bon, et à la fin du cours, il est venu vers moi en me disant « Vous savez, je pense que cette dame serait contente de lire ça, etc. » Alors, mais faites un effort. Donc, j'ai fait un effort, j'ai pris le bottin, j'ai trouvé l'adresse, j'ai envoyé le devoir. Et 8 ou 15 jours plus tard, je déjeunais justement avec Audiberti, Jean Genet, etc. Vous voyez, un gamin post-pubère, etc. Et quand je n'avais pas un sou, car c'est une femme comme Chanel, etc., qui a tenu à ce que les gens qui l'entouraient puissent survivre, j'étais obligé d'aller ranger sa bibliothèque. Et il y avait une collection de livres anciens d'anatomie extraordinaire. Et un jour, n'est-ce pas, c'est là, dans un Vézal, que j'ai vu ça. N'est-ce pas? Que j'ai vu ça. Et ça a vraiment été une révélation, n'est-ce pas? C'est-à-dire
le membre inférieur vu de l'intérieur, n'est-ce pas, avec cette face sous-cutanée du tibia, qui est évidemment continuée par le couturier. Et le cœur que j'ai connu ici plus tard disait, je vous l'ai souvent dit, le couturier s'arrête sur la malléole interne. Donc, en fait, là voilà, n'est-ce pas, c'est vraiment génial d'avoir ça pour dessiner. Vous avez une face toute sous-cutanée qui assied votre figure du bout du nez jusqu'au sol, quoi. C'est génial. Le jour où on la sent bien, où on l'a palpée sur soi, regardée sur les autres, etc., c'est tout à fait extraordinaire. Et en plus, cette face sous-cutanée a le culot, n'est-ce pas, de se terminer par une malléole carrée. Là, c'est plein de vis, on voit mal. Oui, elle se termine par une malléole carrée. On dit quadrangulaire en réalité, n'est-ce pas? Donc, voilà un carré qui surplombe le pied, n'est-ce pas? Un carré qui arrive sur le pied à ce niveau-là. Donc, c'est fantastique. Et en plus, je vous ai demandé d'éteindre vos portables. Vos portables nuisent à l'enregistrement vidéo. Vous voyez, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. D'accord. Bien. Alors, où en étions-nous? Un pied, mes amis. Hein, je ne vais pas... allez, je vais. Un pied, ça repose sur le sol. Mais ça ne repose pas à plat sur le sol. Ça, c'est la colère. Hein. Ça ne repose pas à plat sur le sol. Ça repose autour d'une voûte, n'est-ce pas, que l'on lit très bien lorsqu'on regarde l'empreinte. Je vous l'ai fait 100 fois, n'est-ce pas? Voilà, vous avez l'empreinte ici, avec l'empreinte des orteils. Voilà, et une empreinte de pied normale, si vous voulez. Donc, la voûte, n'est-ce pas, elle est là. Elle est là. Si nous la développons dans l'espace, n'est-ce pas, elle est ici, si vous voulez, n'est-ce pas, comme ceci, et les pieds bleus, là, sont disposés de part et d'autre. Voilà un pied, n'est-ce pas, ici, voilà, avec son talon, vous voyez, et voilà l'autre, n'est-ce pas, ici, l'autre malléole, voilà, et puis le bord latéral du pied, et sous nos deux pieds réunis, eh ben, il faut que nous sentions un petit peu plus d'orteils, si vous voulez, pour votre schéma. Il y en a 4, mais ça ne fait rien. Voilà, n'est-ce pas? Sous les deux pieds réunis, il faut que dans la tête, n'est-ce pas, comme le peintre chinois qui devient un arbre avant de peindre un arbre, n'est-ce pas? Eh bien, que dans la tête, vous ayez l'arche. Eh bien là, c'est absolument superbe, n'est-ce pas? Parce que vous tombez avec cette malléole sur cette arche. Donc, vous tombez avec une forme carrée, brutale, sur l'arche. Et moi, qui suis bon à mettre à la retraite, eh bien, j'ai tout de même encore, vous voyez, une malléole assez haute. Dans 10 ans, elle sera peut-être à 3 mm en dessous. Et l'arche est là. Donc, il faut vraiment appréhender ça, alors que de l'autre côté, la malléole est lancéolée et l'arche est beaucoup plus horizontale, hein, parce que nous sommes sur le bord externe et c'est surbaissé. Donc, on s'offre ce tibia sous-cutané. Voilà, ça ne monte pas plus haut. Donc, et ici, on va placer l'avant-pied avec le premier métal, le deuxième métal, etc., les orteils, si vous voulez, l'arche et le talon. Est-ce que je m'en sors? Je ne sais pas. Oui, ça peut aller. Et le talon en arrière, ici. Voilà. Alors, évidemment, nous ne sommes pas un cheval. Chez le cheval, ça tient du miracle, n'est-ce pas? Vous avez le tibia qui est ici.
le calcanéum qui est là, la poulie est là, n'est-ce pas? Et on repart sans complexe, n'est-ce pas, dans les eaux comment dit-on, de la cheville, n'est-ce pas? Ensuite, on a un seul doigt, le méta, la phalange, la phalangine et le sabot qui enveloppe la phalangette, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment très surpris. Il n'y a pas du tout de pince malléolaire. On voit, je vais le redévelopper là, on voit l'articulation à nu, n'est-ce pas? Comme ceci. Donc, quand on regarde cette région chez le cheval, ça tient du miracle, parce qu'on voit, n'est-ce pas? On les voit, très discrets, les diverses ficelles ligamentaires, etc., qui tiennent cette articulation. C'est pour ça qu'en fait, une jambe arrière, n'est-ce pas? L'arrière-main, là, ça paraît miraculeusement léger, etc., etc. Il n'y a donc qu'un doigt et un énorme calcanéum, n'est-ce pas? D'où part, je vous le rappelle, on en parlait l'autre jour, d'où part le tendon qui, chez l'homme, est le tendon d'Achille, et c'est très vite dissimulé par les ischio-jambiers. Voilà. Donc, chez l'homme, n'est-ce pas, l'équivalent de cet os-là, calcanéum, se trouve ici, n'est-ce pas, et nous avons l'habitude de monter le solaire. Question. Toujours pas? Ça aurait pourtant été bien, non? Vous me laissez patauger allègrement. Eh bien, allons-y. Là, on va s'offrir un fémur. Je vais monter voir un peu, hein, pour voir s'il y a de l'inquiétude à se faire. C'est mieux quand même quand il n'y a pas le directeur là, hein. Pour un dernier cours. L'officiel, c'était vraiment très dur. Alors, ça va? Ça tient? Oui, c'est pas aussi monstrueux que justement le 29 avril. Donc, puis au moins, elle a un bassin, la gamine, hein? Oh, ya. Je crois même que l'aile, là, j'ai un petit peu poussé, non? Vous ne trouvez pas? Vous avez dû rectifier vous-même. Voilà, on va être un petit peu plus sage. Voilà, et puis je vais revenir, hein. Tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'anneau pelvien. Je voudrais qu'elle tienne debout. Donc ici, lèvre externe, là on est forcé de voir, hein. Lèvre externe, lèvre interne, là on voit bien que la lèvre externe monte plus, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai mis ça un peu trop de face quand même, vous êtes d'accord? Voilà, donc, hein, on va se calmer un tout petit peu, voilà. Courbure spiralée, lèvre externe, voilà. Et alors là, on un raccourci très, très puissant, comme ceci, n'est-ce pas, avec la petite tubérosité, la grande tubérosité et la tête. Est-ce que ça vous va? Et la tête, oh là, et la tête très mal placée, et la tête enfouie dans la cavité cotyloïde. Voilà. Ensuite, on va descendre. Je vous montre peut-être. On va descendre. Alors voilà. Voilà. Ça vous va? On va descendre le tibia. Attention. Voilà. On va descendre le tibia. Ça recommence. La face sous-cutanée. J'ai un pied qui est dessiné, là, je peux peut-être en profiter. La tubérosité antérieure du tibia, le chapiteau tibial, voilà, le chapiteau tibial. Alors, ici, voilà, n'est-ce pas? Ce dont nous n'avons pas pu parler de l'autre côté, la pince qui n'existe pas chez le cheval, n'est-ce pas? La pince malléolaire. Le fait que nous ayons une malléole en dedans, une malléole en dehors, venant du péroné, tenant le haut du pied, qu'on appelle astragale, la poulie astragalienne, tenant le haut du pied comme un sucre dans une pince à sucre, n'est-ce pas? Et d'autre part, le morceau de sucre est plus égal, cette poulie astragalienne
est plus large en avant qu'en arrière. D'accord? D'où la difficulté, quand on n'est pas entraîné, de marcher avec des hauts talons. Parce qu'on est perpétuellement en train de serrer avec les muscles fléchisseurs de la jambe, n'est-ce pas, l'arrière de la pince. Vous me suivez? Quand on tient normalement, il y a un jeu, n'est-ce pas? Tandis que quand on est sur des hauts talons, on tient l'arrière de la poulie astragalienne on tient la partie la plus étroite de la poulie astragalienne en contractant les fléchisseurs de la jambe. Donc, quand j'étais petit garçon, les halles étaient un paradis enchanteur, ça sentait l'orange un peu pourri, et il y avait des prostituées ravissantes partout, n'est-ce pas, beaucoup plus inventives dans leur habillement que les jeunes femmes contemporaines qui ont l'air de putes, mais qui se ressemblent toutes, n'est-ce pas? Donc, pour un enfant, c'était extraordinaire. Et l'une des particularités de ces dames était de monter des escaliers et de les redescendre à longueur de journée sur des hauts talons. D'où, n'est-ce pas, une bonne leçon de morphologie pour la plupart des femmes. C'est vrai, les hauts talons contribuent à dessiner le galbe de la jambe, ce n'est pas le pied de la chinoise, mais à développer les muscles fléchisseurs parce que ce n'est pas tellement évident, n'est-ce pas? Une toute jeune fille, vous qui l'avez peut-être été, et qui s'est amusée à porter les hauts talons de sa mère en douce, eh bien, les premières minutes, ce n'est pas évident. Il faut vraiment calibrer les muscles fléchisseurs pour pouvoir tenir cette pince malléolaire. C'est tout de même très, très beau. Hein. Donc, vous avez... Tout me paraît beau maintenant que je m'en vais, n'est-ce pas? Donc, vous avez cette poulie astragalienne, vous voyez, bon, elle n'est pas égale, ça n'est pas un morceau de sucre, tenu dans la pince malléolaire. Cette pince se ferme quand la poulie part en avant, cette pince s'ouvre lorsque la poulie part en arrière. Eh bien, imaginez-vous, mes amis, que dans certains livres de médecine, dans certains livres d'anatomie, on parle de mortaise. Vous me suivez? Tout est foutu, n'est-ce pas? Tenon du pied et mortaise. Donc, c'est le cœur qui a créé cette expression qui est tout de même rentrée dans les mœurs, n'est-ce pas? Vous avez donc une pince malléolaire dans laquelle vous incrustez le pied avec l'astragale. Pour nous, c'est très commode. Si nous nous référons aux pieds qui sont là, n'est-ce pas? Nous avons donc une pince malléolaire avec la malléole externe lancéolée, n'est-ce pas? Le tibia avec sa malléole interne. Je vous rappelle que la malléole externe descend beaucoup plus bas que la malléole interne. Hein? La malléole externe est lancéolée. Elle descend, vous voyez, jusqu'ici. La forme de la chaussure, en général, dépend de la situation des malléoles. Vous voyez la malléole interne, combien elle est plus haute. Donc, la malléole interne est plus haute, la malléole est carrée, la malléole externe est lancéolée, et c'est là-dedans, n'est-ce pas, que vous glissez, ça n'est pas le bon pied, mais ça ne fait rien, que vous glissez, n'est-ce pas, la poulie astragalienne. Donc, c'est là que je mets la poulie astragalienne, mais une chose très intéressante, c'est si je coupe mon pied, n'est-ce pas? Là, la poulie astragalienne est là. Si je coupe mon pied ici, hein, au niveau de la partie la plus haute du voussoir, eh bien, je crée, en tenant compte, n'est-ce pas, c'est en blanc là, voilà, en tenant compte du vide qui se trouve en dessous, je vous le réexplique une dernière fois pour me le réexpliquer à moi-même avant de partir, n'est-ce pas? Je crée une forme qui est celle du dessus du pied. Je retire le vide. Le cœur se promenait avec des demi-oranges et des tiers de balles de tennis, etc. Voilà. Donc, vous avez le dos du pied au-dessus du vide et l'avant-pied avec les orteils. Ça a été un peu lent. Donc, ce n'est pas très bien dessiné. Vous dessinez les orteils comme ceci, n'est-ce pas? Et vous pouvez placer le talon, si vous le voulez, à l'arrière. Et que je sache, c'est schématique, mais vous avez un pied qui file vers l'avant
et qui est intelligent. Comme disait l'autre, le dessin, ça n'est qu'une affaire d'intelligence. Et alors, par contre, mes tibias sont trop petits. Bon, mais ils vont rester comme ça, hein, parce que le pied est pas mal là. Donc, j'ai des tout petits tibias. Elle est bizarre. Hein, elle est bizarre. Bon. Il n'y a pas de rotule. J'espère que vous ne vous en étonnez pas. La rotule n'a rien à voir avec la charpente osseuse. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu'une rotule n'a jamais bloqué un genou. La rotule se balade, n'est-ce pas? Si vous voulez, je peux vous faire un numéro de rotule à nouveau, une fois. Ça. Si je me prends, combien de fois l'ai-je fait ça? Mais ça fait un certain temps que je n'ai plus osé. Parce que tout de même, là, le ridicule est assez fort. Si je me prends, ce sont les ligaments croisés, n'est-ce pas, qui, à l'arrière du genou, tiennent l'articulation. Certainement pas la rotule. Voilà. Voilà le dispositif. Là, il y a des pointes qui sont très abîmées par les manipulations des étudiants. Et là, vous avez deux ligaments croisés, gros comme des petits doigts, j'exagère un peu, comme des grosses ficelles, n'est-ce pas, croisés, ce qui leur donne une puissance encore plus considérable, qui maintiennent le genou et qui l'empêchent de partir en avant. Et d'ailleurs, si on fait ça très très fort, ce n'est pas au niveau de la rotule qu'on a mal, c'est au niveau des ligaments croisés, bien évidemment. Donc, ce n'est pas la rotule, n'est-ce pas? La rotule, ce n'est qu'une dépendance du muscle qui permet de marcher, de donner des coups de pied, qui passe là, n'est-ce pas? Et qui se sert de la rotule comme poulie de réflexion. Donc, dessiner la rotule, comme on le fait dans les livres de sciences nat, j'y reviens une dernière fois, eh bien, étant donné que sur le fémur, il y a l'interstice, vous voyez là, des ligaments croisés, mais que je sache, cet interstice entre les condyles, vous ne le voyez pas de face, que je sache. C'est tout de même fou, non? Voilà. Est-ce que vous voyez le moindre interstice là pour passer la rotule? Non? Ben, il la passe. Il vous dessine dans les livres d'enfants ça comme ça, et vous mettent la rotule entre les deux. Et pour un type un tout petit peu intelligent, on en trouve partout. On a l'impression d'une noix dans un casse-noix. Et elle est comprimée. C'est complètement tartignole. Et ces gens-là n'ont jamais pris l'autobus. Ils n'ont jamais regardé une femme ailleurs que... Bon. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, quand même, c'est d'une indiscrétion extraordinaire. Ça n'a jamais bloqué personne. On s'en rend très bien compte. Le tendon passe au-dessus et ça sert bien évidemment de poulie de réflexion. C'est pour ça que j'ai toujours, je crois, dessiné la rotule bien postérieurement au reste et parfois même, quand je la dessinais, je l'ai dessinée incluse. N'est-ce pas? Incluse dans le tendon. En l'occurrence, là, il y a protubérance. Je vous l'explique, ça? Il y a protubérance du condyle interne. Hein? Quand vous êtes debout, c'est la lèvre externe de la trochlée qui domine. Donc, la rotule est en dedans. D'accord? Quand vous êtes assis, il y a prédominance du condyle interne, vous voyez? Donc, la rotule est en dehors. Je recommence. Ça aussi, les crétins la mettent au milieu. N'est-ce pas? Et les gens pas sensibles, quoi. La rotule est en dehors. N'est-ce pas? La rotule est en dehors. Si vous voulez, je peux même, malgré mon âge et le gras de mes genoux, vous montrer qu'elle va passer en dedans en ripant tout d'un coup. Là, elle est poussée par le condyle, elle va être poussée par la lèvre externe de la trochlée. Regardez. Vous voyez, là, elle regarde en dehors. Hop, et là, voilà. Hein? Il y a du gras, je suis pas très laxe, elle ne bouge pas là. Voilà. Là, elle est en dedans, voilà ma lèvre externe de la trochlée, hop, elle passe en dehors. D'accord? Donc, elle n'est jamais au milieu, sauf chez les crétins, et ceux qui, comme le disait, je crois que c'est Rembrandt, n'est-ce pas? Le dessin, c'est une simple question d'intelligence. D'accord? Donc, prédominance du condyle interne, donc la rotule est là. Hein? Et puis tout de même, cette dame, ça lui sert, ce quadriceps lui sert à tenir debout, donc la rotule est là. Vous êtes d'accord?
bien en dehors. Allez, on y va. J'ai fini pour la charpente. Oui, cher monsieur. Oui. Le visualiser, comme il dirait. C'est ça? Oui. C'est très très juste. Le col du fémur, vous savez, c'est psychologiquement très important quand on regarde, là en général je prends des os solides, etc. Mais quand on regarde des radios d'êtres humains, vous voyez ça, c'est une personne dont on peut dire qu'elle était médioligne, c'est-à-dire qu'il ne courait pas spécialement vite ni spécialement lentement. Voilà, je crois que les deux sont très... Ah, celui-là était tout de même beaucoup plus longiligne. Vous voyez, ça tombe bien, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Celui-là va vers Sancho Panza, celui-là va vers Don Quichotte. D'accord? On y est. Si je les place comme ceci, bien évidemment, n'est-ce pas, celui-là est beaucoup plus décliné, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop pointu, mais enfin on y va, c'est-à-dire que cette direction, n'est-ce pas, est beaucoup plus loin de l'horizontale que chez celui-ci. D'accord? Voilà. Hein? Voilà. Donc, celui-là courra plus vite un 100 mètres, celui-là courra mieux un 10 000 mètres. Vous voyez? Et plus ça va s'affiner, plus le col va être incliné et décliné, plus l'individu courra vers le marathon, et plus ce sera court et puissant, plus le 100 mètres sera rapidement exécuté. Le destin est étrange parce que celui-là s'en va avant celui-là. La mort est élective chez celui-là avant celui-ci. Les vieillards, c'est terrible, non? Les vieillards sont rarement des gens courts, puissants et gras. Ils prennent plutôt le vent. Vous me suivez? Donc, ce sont plus souvent des Don Quichotte que des Sancho Panza. Mais alors, c'est le cœur qui disait, oui, mais quand même, les Don Quichotte sont emmerdants et s'emmerdent toute leur vie. Les Sancho Panza sont joviaux, etc. Méfions-nous. Il y a un livre détestable qui s'appelle Le Corman. Si un jour vous tombez là-dessus, vous vous dites, Debord avait dit, poussez-le et avancez. C'est horrible. Eh bien, vous savez que ce livre-là sert d'une façon dissimulée pour les recrutements, comme l'écriture, comme la morphologie générale des individus. Il y a des gens qui osent juger du caractère d'un individu par sa morphologie. Mais on le fait tous, en réalité. Il y a des gens qu'on trouve sympas et des gens qu'on trouve pas sympas. Et où c'est ça? Pour moi, c'est dans les articulations. Il y a ceux qui mentent avec leurs articulations et il y a ceux qui mentent un peu moins. D'accord? Mais c'est très, très difficile, cette affaire-là. Le Corman, c'était épouvantable. Qui m'a téléphoné ces jours-ci? Je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous. En physique de l'homme. Mais... Ah oui, c'est un de mes amis hier soir qui me demandait de lui faire un cours. Constitution physique de l'homme. Vous savez, c'est ce livre-là qui part des 3 feuillets de l'embryon, n'est-ce pas, les endodermes, le mésoderme et l'ectoderme, et qui chiffre les composantes. C'est le livre, n'est-ce pas, qu'une équipe a rédigé aux États-Unis au moment de l'essor de l'eugénisme hitlérien, avant la Seconde Guerre mondiale, avant 1939, avant 1939. Et il a été publié en France d'une façon un peu discrète, au PUF, juste après la guerre. Et c'est mais il y a simplement des photographies de 4000 personnes et des fiches, n'est-ce pas, de ces 4000 personnes. Ça, c'est un livre relativement intéressant. Mais la morphopsychologie de Corman, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, les gens sont réduits à des boîtes, etc., avec des vilains dessins, etc. L'autre, au moins, sont des photographies, etc. Donc, il n'y avait pas de question. Si, il y avait une question. Oui, pardon. Il y avait une question sur le col du fémur. Alors,
Donc, la première, oui, c'est ce schéma-là que je n'ai pas continué, veuillez m'excuser. Donc, la première des notions, c'est celle-là. Inclinaison du col, n'est-ce pas, variable suivante qu'on a affaire à un breviling. Vous voyez, un breviling. Voilà, ou un longiligne. Voilà. Je ne vais pas vous dessiner. Si je peux le faire, on verra. Il faut que je termine à l'heure, mais enfin, si vous voulez, en projection, en raccourci, voilà ici la trochlée, n'est-ce pas? Ici, c'est fortement décliné. Et là, me suivez-vous? C'est beaucoup moins fortement décliné. On y est? Sans Chopin et Don Quichotte. D'accord? Pas de problème. Hein? Donc, dans ces vues-là, il faut absolument respecter, n'est-ce pas, du point de vue du dessin, l'arcature gothique qui sous-tend cette architecture. C'est-à-dire que vous passez ici, n'est-ce pas, et vous passez là, et vous avez des lignes de force. Vous l'avez peut-être vu dans vos livres de sciences naturelles, justement, quand on vous a montré une coupe, n'est-ce pas, une coupe d'un col et d'une tête, c'est tout à fait impressionnant. On voit tout un enchevêtrement de lignes dont j'oublie un peu les directions, pardonnez-moi, etc. Mais on comprend que c'est comme une cathédrale, si vous voulez. Donc, quand vous le dessinez, si problème il y a, là, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous le prenez par l'arrière, n'est-ce pas, voilà, vous réunissez la grande tubérosité et la petite, il n'y a vraiment pas de problème. On est d'accord? Où est-ce? Ici. Vous réunissez la grande tubérosité et la petite, il n'y a pas de problème. Là où peut-être c'est un peu problématique, monsieur, c'est justement dans cette attitude que j'adore, parce que si on se contente du G, n'est-ce pas, il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de lecture de la petite et de la grande tubérosité. Jean-Max m'a demandé souvent de les indiquer, donc je l'ai fait, je le fais, mais il faut vraiment être très très discret, pas même pour ses meilleurs amis. Donc, voilà, il ne faut pas aller plus loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai répondu ou je n'ai pas répondu? Oui, je voudrais avoir une question complémentaire. Oui. Au niveau du grand trochanter, est-ce qu'il passe devant la tête du fémur, notamment la position assise, et quand les genoux sont serrés? C'est-à-dire que, est-ce qu'il circule sur un cercle plus large que celui de la tête du fémur? Oui, absolument. Et puis surtout, alors je ne sais pas si c'est ça que vous voulez que je redise, eh bien, quand vous avez un individu debout devant vous, les têtes de l'humérus sont en avant, ça c'est évident. D'accord? Donc, j'ai raté mon coup. Les tubérosités de l'humérus sont en avant et les têtes sont en arrière. Vous voyez, ça va comme ça. Je n'ai pas d'humérus. Pour le fémur, c'est l'inverse. Les grands trochantères sont en avant. Je rate tout. Les grands trochantères sont en arrière et les têtes sont en avant. Donc, je suis obligé de faire un schéma parce que j'ai été nul, n'est-ce pas? Donc, si je prends un individu vu du dessus, oh là là, le temps passe. Si je prends l'individu vu du dessus, comme ceci, sa tête est là. Les tubérosités sont là, les têtes comme ceci, n'est-ce pas? Si à l'inverse, alors ça c'est pour l'épaule, et quand vous dessinez l'épaule, on le sent, n'est-ce pas? Surtout si vous ramenez les épaules en avant. Par contre, pour le fémur, n'est-ce pas? Dans le fond, c'est drôle parce que c'est dans cette direction-là. La tête est ici, le trochanter est là. Alors, vous prenez, vous, monsieur, ceci comme centre et vous faites pivoter le trochanter autour. Oui, pourquoi pas? Je ne vous suis pas tout à fait parce que je ne suis pas dans votre cerveau. Mais donc, la tête, c'est très simple, est au milieu du pli de laine. Si on se penche en arrière, si on n'est pas trop volumineux, on sent la capsule, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, mon trochanter est en arrière et en bas. Ma tête est en haut et en avant. Et alors, vous dites, où est-ce quand on s'assied?
C'est ça la question? Devant, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Peut-être, oui. Oui, je ne sais pas, on va regarder. À mon avis, il reste en retrait, mais je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être devant, non? Hein, c'est devant. C'est en dehors, donc c'est devant, d'accord? Mais avec toujours un petit retrait par rapport à la tête, c'est ça que je voudrais faire comprendre. Jamais pile devant. On y est, c'est ça? J'ai répondu, ça y est. Non, mais c'est pas évident. Et je vous remercie de votre question. Bon, alors, eh bien, peut-être il est temps, n'est-ce pas, de passer à l'acte. Donc, elle n'a plus, non. Donc, ici, nous n'avons plus, évidemment, ça n'aurait pas survécu, l'arcade crurale, qui est une grande arcade ligamentaire qui va de l'épine antérieure et supérieure à l'épine du pubis. D'accord? Donc, on place l'épine du pubis. Et là, je ne vais pas me recoucher sur le bureau, c'est fini, je ne le referai plus. Donc, les épines du pubis, vous les repérez très bien quand vous êtes couché dans votre lit, elles se lèvent, elles sont ici. N'est-ce pas? Donc, vous avez ces arcades qui, schématiquement, sont droites. Mais du fait du poids du ventre et surtout du bébé, n'est-ce pas? Bien évidemment, vous êtes obligé de tenir compte du volume du ventre. Donc, dans cette situation, les arcades, bien évidemment, sont devenues très, très arrondies. D'accord? Donc, ici, vous avez, je pourrais aller plus loin, n'est-ce pas? Vous avez la ligne blanche médiane, n'est-ce pas? Celle qui sépare les grands droits, qui est elle aussi extrêmement arrondie. On pourrait même, là on est au dernier temps, hein, on n'est pas du tout au 7e mois. Donc on peut aller aussi en avant que vous le voulez en respectant les axes, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas mettre les grands droits, surtout pas, n'est-ce pas, pour laisser le schéma, le dessin du bébé. J'avais l'intention de vous donner la musculature. J'aimerais mieux me contenter de suivre avec vous une chose un petit peu émouvante, n'est-ce pas? C'est la situation du bébé aux divers stades. Je ne sais pas si je vais y parvenir, hein, mais on va s'amuser. Alors, dans un premier temps, il est replié sur lui-même. Voilà, nous avons ça. C'est un dessin assez médiocre d'il y a de nombreuses années, un vilain bout de scotch, un vilain bout de calque, mais c'est comme ça que j'improvise le mieux au tableau. Donc, et ne me dites pas, vous ne ferez pas un livre de morpho. Non. Je m'en vais. Ciao. Hein? Et pas de bouquin. C'était un enseignement oral, magistral, qui ne peut pas se faire autrement. Donc, vous voyez, on va installer un petit bébé en position normale, surtout pas un siège, c'est-à-dire un bébé qui présente son cul à l'anneau pelvien, n'est-ce pas? Donc, mettons que nous soyons une quinzaine de jours avant l'accouchement. Vous avez le crâne du bébé. J'ai oublié de mettre des diapos, n'est-ce pas? Le crâne du bébé qui s'est installé, n'est-ce pas? Qui s'est installé ici, qui est descendu. Quand le gynécologue obstétricien demande à la maman de la consulter, de la voir, enfin de la palper quelques jours avant l'accouchement, avant le jour de l'accouchement prévu, n'est-ce pas? Il met son doigt ici et il regarde s'il touche la tête. N'est-ce pas? Il dit qu'il engage ses doigts, n'est-ce pas, son doigtier, et à ce moment-là, c'est très délicieux sans doute pour lui, parce que j'ai un ami qui a accouché 15 000 femmes, n'est-ce pas? Donc une ville entière. Et il me racontait, il est mort, c'est un monsieur absolument délicieux, et il me racontait qu'il adorait être gynécologue, adorait. Il a adoré passer sa vie là. N'est-ce pas? Et toutes les femmes, n'est-ce pas, l'adoraient. C'est tout de même une vie fabuleuse, n'est-ce pas? Et il me disait ça en douce, hein, quand on était tous les deux tout seuls. Et il me disait que, bon, enfin, c'est beau, non?
Et c'était un Tourangeau qui adorait les grillons, c'est ça, non? Des choses bien grasses, marron, n'est-ce pas? Et vous voyez, ça marche bien, non? Avec le reste. Il avait un grand nez aigu, etc. Un type absolument délicieux. Donc, je pense à lui, je lui rends hommage parce qu'il m'a un peu expliqué ça. Tu pousses là, tu sens la tête qui monte, tu lâches, la tête redescend. C'est fabuleux, non? Fabuleux. Elle est là, elle attend. Tu te dis, c'est bien, tout se prépare comme ça. L'ouverture est fermée, n'est-ce pas? Donc, l'ouverture est fermée, le bébé est là. Le bébé est là. Il est replié sur lui-même, donc sa tête est là, n'est-ce pas? Il est calmement replié sur lui-même, voilà, n'est-ce pas? Ici, voilà. Dans un premier temps, alors peut-être tout de même, peut-être j'en ai pas assez parlé dans ma vie d'enseignant, n'est-ce pas? Peut-être j'ai pas assez dessiné de bébé dans le ventre de la mère. Voilà le cul, n'est-ce pas, ici? Voilà le dos arrondi, voilà la tête plus encore rentrée. C'est tout de même fantastique, parce qu'on la voit, la tête, là, non? On la voit. On imagine très très bien le rachis, les petites jambes, les pieds, les bras repliés, éventuellement la main qui dans la bouche, on suce son pouce, etc. D'accord? Il est là. Hein? Et puis, voilà l'accouchement qui se prépare, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, rentre, pour une fois, en ligne de compte, toute une batterie de muscles, n'est-ce pas, qui se trouve ici, dont j'ai très très peu parlé, parce que, bien évidemment, si je dessine le couturier, n'est-ce pas, et que cette femme soit dans la vie courante, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, son sexe est ici, n'est-ce pas? Et en fait, là, c'est une énorme quantité de graisse qui protège. Je ne vous ai pas ce soir apporté de photographie d'individus, et ça suffit largement. Je vous avais montré, il y a, je crois que c'est, on est quoi, mardi, jeudi dernier, l'angle de Scarpa chez une imbécile qui fait du bodybuilding et qui l'avait tout vide, vous vous souvenez? C'était du cinéma, on aurait vu l'artère qui battait à l'intérieur. Pour obtenir ce genre de trou, n'est-ce pas, au niveau de l'artère fémorale, ce qui est éminemment dangereux, hein, je vais vous avouer une chose, j'adorais bien nettoyer mes dessous. Donc, je n'aime pas beaucoup les repentirs. Vous allez avoir un peu peur, là. Je n'aime pas les repentirs. Donc, j'utilisais, malgré mon grand âge, j'utilisais des scalpels de chirurgien. Et la grande taille, celle avec laquelle on ouvre largement. N'est-ce pas? Et puis, mes poignets, en vieillissant, me font des leurres, n'est-ce pas? Les choses tombent. L'autre jour, je tenais mon scalpel. Je me suis dit, tu es crevé, tu devrais t'arrêter, tu dois faire court. C'était mardi. Tu dois faire court dans 2 heures. Et ben, je tenais mon scalpel, j'arrachais les croûtes, etc. Il m'a échappé des doigts, je l'ai rattrapé, si bien rattrapé qu'il est reparti tout seul, il m'est rentré là. Comme ça. S'il était rentré là, mes amis, eh bien, c'était fini. Les 3 derniers cours étaient supprimés. Et en plus de ça, vous auriez été forcé de venir pleurer quelque part, là où c'est qu'on brûle, au Père-Lachaise, n'est-ce pas? Donc, on l'a échappé belle. Donc, si vous voulez, prenez bien conscience que là, vous avez une artère, n'est-ce pas? Elle est là. Quand j'ai vu le scalpel là, je me suis dit, il n'est pas là. Vous me suivez? S'il avait été là, je ne suis pas une vache, vous non plus, n'est-ce pas? Donc, nos artères ne sont pas protégées à cet endroit-là. Elles sont à découvert. Et chez cette femme qui utilise sans doute des produits vétérinaires qu'on utilise pour les chevaux de course, pour les dégraisser, pour qu'ils pèsent moins lourd lors du pesage, n'est-ce pas? Il paraît que ça se fait, c'est ce qu'on dit. Eh bien, elle dégraisse au point d'avoir l'artère visible. Donc, cette graisse, n'est-ce pas, magnifique, qui remplit toute cette région, part de là et fait le tour comme ceci. Mais à l'intérieur, tout le monde sait, sous cette graisse, on va, pour une fois, ne pas s'en occuper tout de suite, n'est-ce pas? Pour une fois, retirer le sexe, n'est-ce pas? Pour une fois, retrouver l'os,
Voilà. Et pour une fois, brancher des adducteurs. Qu'est-ce que sont les adducteurs? Eh bien, des adducteurs, quand vous allez, n'est-ce pas, à Naples, n'est-ce pas, ou à Rome, ad Romam, n'est-ce pas, c'est-à-dire vous allez vers. L'inverse, c'est d'aller en dehors, d'être absent, n'est-ce pas? Donc, un abducteur, c'est un muscle qui porte en dehors. Un adducteur, c'est un muscle qui porte en dedans. Donc, ici, bien évidemment, là, n'est-ce pas? Ici, c'est pour ça que je l'avais écrit tout à l'heure, vous avez les adducteurs et là, les abducteurs. Donc, ces adducteurs, par exemple, vous avez le grand adducteur qui vient, c'est le plus profond, sur le tubercule du grand adducteur, n'est-ce pas, ici, et qui se répand en arcature, là, etc., etc. N'est-ce pas? Vous avez le moyen adducteur qui, très visible, je vous l'ai souvent montré dans des diapos, paradoxalement, c'est un muscle extrêmement visible chez la femme, beaucoup plus que chez l'homme. C'est un muscle qui a, comment dirais-je, une puissance visuelle érotique considérable, mais quand on le connaît, n'est-ce pas, évidemment. Donc, voilà, il est là, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui, dès qu'elles se mettent en station hanchée, n'est-ce pas, du côté de la jambe non portante, présentent une corde avec ce grand muscle dont on sent bien que c'est un constricteur lors de l'accouplement, n'est-ce pas? Donc, on rêve. Alors, donc, et bien évidemment, lors de l'accouchement, il va avoir une importance considérable. Parce que si une femme arrive à la clinique, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle l'accouchement sans douleur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement de par le clinique, avec les adducteurs tout à fait contractés, une mâchoire d'acier. Là, il faut la piquer, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre problème. Alors que si elle a appris... Donc, vous voyez, c'est étrange. Dans cette position, vous voyez, ils sont tous en batterie. Voilà le grand, avec ses arceaux. Comment sont-ils, les arceaux? Comme ceci, voilà. Voilà le grand, n'est-ce pas? Chose que je ne dessine quasiment jamais. Alors, voilà le moyen. En dessous, il y a un petit. Où est-il? Ben, j'aurais dû le dessiner en premier si j'étais anatomiste, mais je ne le suis pas, n'est-ce pas? Donc, ils vont à l'intérieur. Est-ce que vous suivez à peu près? Le grand va sur son tubercule et se répand tout du long de la ligne âpre. Le moyen, n'est-ce pas, part. Oh, ben c'est très bien. Le moyen part d'ici, va là. C'est le seul qui soit visible. Le petit est en dessous, n'est-ce pas, ici. Et nappe, comme ça. Donc, et il détermine un cornet ouvert au là. Vous allez me suivre, là? Il détermine un cornet ouvert postérieurement dans lequel se glissent les ischio-jambiers. Ça, c'est pour les épiphiaux. Hein. Il faut que j'avance, donc je n'explique pas. Donc, voilà le petit ici, voilà le moyen, n'est-ce pas? Voilà le grand qui se permet d'aller jusque-là. Si vous voulez, je change le couturier, je le mets en blanc, n'est-ce pas? Voilà. Vous comprenez bien que c'est un des muscles primordiaux de la stabilité de cette affaire. Je peux peut-être, malgré le temps qui passe, n'est-ce pas, vous mettre quand même... Non, oui, si. Allez, un droit antérieur, un vaste interne discret pour que les adducteurs restent là, n'est-ce pas? Et puis, un tendon, la craie bleue, un tendon du droit, n'est-ce pas, passant devant la rotule et tenant comme ceci, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, vous voyez bien l'équilibre des forces de part et d'autre du couturier, n'est-ce pas? Et il y a un muscle que vous pourriez ajouter qui m'embête un peu. D'ailleurs, il a un nom bien caractéristique qui s'appelle le gracilis, n'est-ce pas? C'est le gracile. Donc, il prend au-dessus, n'est-ce pas? Et il vient là. Voilà. Il vient rejoindre le dessous du couturier. Vous voyez, il nuit à la pédagogie ce soir, n'est-ce pas? Il vaut bien mieux, il nuit tout le temps d'ailleurs celui-là. On ne le voit jamais, sauf, je vous l'ai montré dans des diapos, peut-être, mais c'est rare. J'ai 2 ou 3 diapos où on voit des types courir en sautant des haies.
je ne peux pas le faire. Donc, il y a un moment où on voit le gracilis, le droit interne. Un seul moment dans la vie où on le voit, quand on a une photo au 500e de seconde d'un type qui saute une heure. C'est quand même un peu rare. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et chez le cheval, c'est la même chose. Il est relativement rare à voir. Donc, il est là. Vous voyez? Donc, mon cher Jean-Max, je te le donne pour que toi qui aimes que les choses soient bien faites, pour que tu aies encore un peu de respect pour moi. Mais tu vois, ce sont tout de même les adducteurs. Un peu comme dans le dos, mes amis. Vous vous souvenez, il y a les spinaux, n'est-ce pas? Si vous avez mal au dos, vous savez très très bien que vos masses musculaires spinales circulaires en coupe, vous ne pouvez pas dire que vous ne les sentiez pas. Eh bien, je suis désolé, mais ce ne sont pas des muscles superficiels. Ce sont des muscles semi-profonds. Il y a le grand dorsal au-dessus. Mais qu'est-ce que ça peut faire? N'est-ce pas? Souvenez-vous, quand vous regardez une côtelette et que vous avez faim, au point de vouloir manger une côtelette, qu'est-ce que c'est qu'une côtelette? C'est une demi-vertèbre, pardon, il y a l'anneau qui est là, un demi-corps vertébral et une demi-côte, coupée, même coupée là, d'accord? Et on vous propose de déguster les muscles spinaux, n'est-ce pas? Masse commune, qu'est-ce que c'est que celui-là? Épi-épineux, pardon. Épi-épineux, long dorsal, sacro-lombaire et masse commune. Et vous vous dites, il y en a. Et puis au-dessus, il y a une feuille. C'est le grand. Vous voyez, la feuille, ça fait très côtelette, non? Eh bien, c'est le grand dorsal. Donc, les spinaux sont beaucoup plus volumineux, bien évidemment, que le grand dorsal. Et ici, mon gracilis, c'est de la blague, n'est-ce pas? Là, ce dont il est question, c'est du grand adducteur, du moyen adducteur, soutenu par le petit, dessinant un cornet ouvert postérieurement, n'est-ce pas? Même chose ici, je le fais sommairement. Il s'inscrit donc sur toute l'arcade ischio-pubienne, là, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est vraiment une batterie qui s'en va là. J'aurais pu vous mettre une diapo, je n'ai pas eu envie. J'ai eu envie de rendre hommage à deux individus et pas de vous mettre des sportifs, etc. Mais c'est vrai que dans mes diapos, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont l'habitude, il y a des femmes qui sautent, surtout les sportives est-allemandes qui ont eu tellement de problèmes de santé, n'est-ce pas? Qui sautent des haies, etc. Donc, vous avez donc ces adducteurs, vous voyez qu'ils sont très, très puissants là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est eux qui, par des mouvements de contraction, décontraction, contraction, décontraction, n'est-ce pas? Et d'autre part, vous avez le diaphragme qui est à l'intérieur. Ça, je ne suis pas tellement compétent, mais vous savez très bien qu'il y a deux seins qui sont ici, n'est-ce pas? Là et là, mettons, les grands pectoraux, etc. Et que là, attendez, le cœur est ici. Donc là, vous avez, je ne peux pas le faire en rouge, c'est pas un muscle, je vais le faire en blanc, n'est-ce pas? C'est un muscle lisse. Donc vous avez la coupole diaphragmatique, n'est-ce pas? Et la maman, on lui demande de respirer, inspirer, respirer, en fonction de la contraction et de la décontraction des adducteurs. Vous voyez? Donc tout est lié entre le diaphragme et les adducteurs pour que, tout d'un coup, il ne faut pas que je rate mon coup. Est-ce que je vais pouvoir superposer? Là, j'avais un bébé, vous êtes d'accord? Donc, je vais en avoir un autre. Oui, je crois qu'il vaut mieux que je sorte au fil, pour que tout d'un coup, vous ayez le crâne du bébé ici, alors là, je suis déjà dans un deuxième temps, son bras, sa main, mais là, je crois que vous pouvez superposer comme ça. Et je crois que j'ai un dessin intermédiaire. Oui, ça, c'est adorable, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous voyez, le rachis, c'était convexe en avant. Là, le rachis, c'est concave, n'est-ce pas? Ici. Le petit cul,
et là. D'accord? Et les jambes vont essayer de se déployer pour pouvoir passer. Voilà. Voilà à peu près. Voilà le crâne du bébé. Voilà son bras. Voilà sa main. Et ai-je raison de le faire en blanc? Je ne sais pas. Et tout à l'heure, vous avez peut-être dans vos dessins la possibilité de superposer. Et là, tout d'un coup, n'est-ce pas, il donne un coup de courbure de rachis et il s'engage. C'est pas trop mal, non? Vous voyez? Oui ou non? Hein? Voilà. Donc, j'ai essayé de rendre ça ce soir, un peu comme mon dernier cours d'avril où j'avais traité un sujet que je n'avais jamais fait. Là, j'ai essayé de le faire. Alors, je vais tout de même regarder, parce que ça a l'air terrible, ce dessin, non? Cette pauvre femme écorchée, etc. Je vais essayer de l'habiller un peu, non, quand même. Lui donner un peu de muscle et de gras, ça ne me ressemble pas, ce truc. C'est terrible. Alors, donc on va l'habiller. Hein, et puis après, on passera au diapo. Puis après, au revoir. D'accord. Alors, à votre avis? Eh bien, je vais le dire une dernière fois. J'ai horreur qu'on mette tout. N'est-ce pas? Ça, c'est de l'anatomie, qu'on mette tout. On fait un choix. On ne va pas aller tout mettre. D'ailleurs, déjà là, j'ai tout mis. Bon, ben, ça va, hein? Ça va. Donc, procédons avec un petit peu de délicatesse. C'est vrai que là, tout travaille, n'est-ce pas? Donc, vous avez les jumeaux et le solaire, n'est-ce pas? Qui, bien évidemment, sont en contraction. Il ne faut pas trop courber ça, hein, je crois. Donc, les jumeaux. Alors, le jumeau interne ici, si vous voulez. Le tendon du jumeau qui remonte sur le condyle, ça vous va? Et on va donc placer le couturier ici. Voilà. Le gracilis. Il y a aussi le demi-tendineux et le demi-membraneux. Et voilà le jumeau, n'est-ce pas, ici, avec le tendon d'Achille qu'on ne voit pas ici, qui passera en arrière. Eh bien, ce qu'on voit par contre, c'est la masse du solaire. Là, il faut absolument donner le jambier antérieur et surtout la courbe, n'est-ce pas? La courbe de son tendon qui, bien évidemment, contribue à creuser l'arche plantaire. D'accord? Ici. Donc, c'est tout de même assez somptueux, n'est-ce pas, d'avoir, un peu comme le couturier, si vous voulez, ce protège tibia qui se continue en venant sous-tendre le pied, comme ceci. Je pense qu'il manque un petit peu ici pour retendre d'extenseur, n'est-ce pas, très discrètement. Si vous voulez, on peut donner le ligament annulaire avec son dédoublement. Là, on peut donner les tendons. Oui, non, c'est peut-être pas la peine. Bon, de ce côté-ci, il faut absolument habiller. Alors là, on recommence avec le jambier antérieur, voulez-vous? Jambier antérieur. Ah, c'est délicieux. On le fait glisser sous l'arche, ici. Hop! Voilà. Voilà. Ensuite, le jumeau. Pas de vulgarité, s'il vous plaît. Pas de truc bleu. Là, regardez, ça peut être sympa, comme ça. Tendu, descendant, vous le savez, jusqu'au tiers supérieur pour des raisons que j'ai souvent expliquées. Un petit tendon discret, n'est-ce pas? Pas de bodybuilding, n'est-ce pas? Solaire. Et ici, on descend, c'est peut-être trop rond, non? On descend de l'extenseur, des péronniers, c'est peut-être trop épais. Donc, on retaille, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, ici, on a évidemment les adducteurs. Là, le droit antérieur, n'est-ce pas? Les vastes, alors il faut un tendon du droit équivalent à celui-là, n'est-ce pas? Un tendon qui passe ici.
le droit antérieur, le vaste externe, pas trop de vaste externe de bas, le vaste interne ici, et puis surtout de ce côté-ci, nous n'avons pas de couturier, n'est-ce pas? Donc, épine antérieure et supérieure, pas de doigt. Là, c'est vraiment très raccourci. Voilà le couturier. À ce moment-là, on peut galber la cuisse en se disant c'est une femme, donc il y a de la graisse qui enveloppe le couturier, n'est-ce pas? Et puis après, plus rien. Eh ben, c'est pour ça qu'elle déteste avoir le moindre soupçon de graisse enfantine. Moi, j'adore. Mais bon, alors elles se disent entre elles, t'as vu, elle a des poteaux. Je trouve ça très émouvant quand il reste un peu de bébé ici ou là. Là, vous avez des femmes qui parfois ont un tout petit soupçon de la prime enfance. Non, c'est doux à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Tout petit rien comme ça. Ben, on va lui mettre en hommage à celles qui ont ce genre de douceur. Voilà. 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 Bon, peut-être que là, je ne suis pas allé assez en avant. Vous ne trouvez pas? Bon, alors, vous auriez voulu les bras, mais il est un peu tard. Je ne voudrais pas abîmer mes diapos. Je veux dire par là que je veux aller jusqu'au bout de mes diapos, parce que j'ai à rendre hommage à quelqu'un. Bon, on va peut-être essayer de les mettre quand même. Non, très, très vite. Là, j'ai rien, j'ai pas de dessin. Ben, on va improviser. Alors, elle se tient très naturellement. Vous pensez, elle a autre chose à faire que de faire du cirque. Elle se tient très naturellement, c'est-à-dire l'humérus de profil, radius et cubitus. Hein? Donc, je peux retirer ça, je crois que ça n'a pas d'intérêt. Il est moins 20. Donc, elle se tient très naturellement. Voilà, clavicule, imbécile. Je la faisais à contresens. Clavicule convexe en avant devant les côtes, concave dès qu'on sort ici. D'accord? Donc, l'extrémité de la clavicule, ça a l'air d'être plus haut par là, c'est pas très grave. L'acromion, l'apophyse coracoïde. Hein? Il faut que je dise adieu à tout ça. Donc, la tête de l'humérus, voilà, la grande tubérosité. Attention de bord, là le bras descend, donc je me fiche dedans, n'est-ce pas? J'aurais mieux fait débaucher. Je suis en train de penser que sur les dernières minutes, ça me trouble. Donc, je lève les bras, ça ne lève pas tellement les clavicules, mais quand même un peu, d'accord? Donc je la monte. Donc ici, la tête vers le bas, il faut lever l'acromion, n'est-ce pas? Et voilà. La tête ici, je pars comme ceci, à l'inverse de ce que j'avais fait. Et là, vous savez, c'est ce truc dont j'ai tellement parlé, je n'ai pas d'humérus. Comment ça s'appelle? La crête sus-épicondylienne, n'est-ce pas? Donc, j'arrive ici. J'ai le V deltoïdien. Voilà, ça revient. Le V deltoïdien, la crête sus-épicondylienne. Oh là là, oh là là, oh! La crête sus-épicondyle, 3 fois pour un coup. Donc, ensuite, l'épicondyle, la trochlée, la tête du cubitus, le cubitus, ça, ici, la cupule radiale, l'insertion du biceps, comment ça s'appelle? Ça, la styloïde radiale. Voilà, on arrive ici. Elle doit avoir des bras énormes, non, la chérie? Un peu trop grand. Alors, vous voyez, la grosse erreur, c'est que ça devrait arriver là. On recommence. C'est la catastrophe. Voilà. Donc, on remet, je me calme, on remet le V deltoïdien. Là, ah, ça c'est bon, là, du premier cours. Regardez-moi ça. La crête sus-épicondylienne, le condyle, la trochlée. Ça va là? Peut-être un peu court, mais il vaut mieux que ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc, ici, le cubitus, un peu plus tendu de bord, voilà. Le cubitus, la tête cubitale, je recommence, la cupule radiale, insertion, hop, le radius, le poignet. Je suis un peu loin, mais ça ne fait rien.
Et puis, elle s'approche, elle ne saisit pas encore. Voilà, elle s'approche. Va donc voir un peu de loin ce que ça donne. L'avant-bras est peut-être trop petit, non? Vous me laissez de toute façon tout seul. Ça peut presque aller, mais on peut le rallonger, ça va être bien. Voilà. Puis un bras, ça suffira, j'en peux plus. Donc, on descend ici. Surtout que c'était faux, la styloïde radiale doit être plus bas que la styloïde cubitale. Donc ici, le carpe, en général, n'est-ce pas? Le métacarpien le pousse. Je vous dis, elle n'est pas sur ses cuisses, elle approche. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Le méta de l'index, le méta du médius, le méta de l'annulaire, le méta du petit doigt. Allez, d'abord, sors une main pour la dernière fois. Voilà, voilà. Et là, le petit chic. Non. Voilà, elle approche de sa main. Vous êtes d'accord? Donc, on va se contenter de ce bras-là. On va lui mettre un biceps. Hein, pas un biceps vulgaire comme on en voit partout, du genre... on va lui mettre un biceps tendu, assez chic, avec un brachial, mais ça, c'est pas la peine. Alors, vous vous souvenez, ça, je l'ai souvent dit, c'est la dernière fois. Corps charnu long, tendon court. Corps charnu court, tendon long. N'est-ce pas? Voilà le bras. On pourrait faire un cœur. Voilà. Un peu trop musclé, mais je vais vous mettre du gras, ne vous inquiétez pas. Donc ici, ça c'est le V deltoïdien, mes amis. Donc le deltoïde claviculaire, le deltoïde moyen, pas de deltoïde postérieur, ce n'est pas la peine. Ici, on prend l'humérostyloradial, n'est-ce pas? L'humérostyloradial, on descend là. Voulez-vous qu'on se contente de ça? Ce n'est pas tellement la peine de mettre en arrière de la crête cubitale. Hein. Dans cette position-là, il n'y a presque rien. Donc, on lui met du gras à l'arrière du bras. Je vous la refais une dernière fois. Il est si doux de marcher à côté d'une femme en la tenant par l'arrière du bras. Hein? Vous avez longtemps à vivre, vous. Eh bien, faites-le. N'est-ce pas? Faites-le, je vous en supplie, faites-le. Donnez-moi une dame. Venez là, s'il vous plaît. Vous aurez des traces de craie du maître. Hein? Eh bien, comment on fait? On se met comme ça. Oui, ce sera mieux. Tournons-nous tous les deux. Voilà. Ben voilà une rétrodeltoïdienne. Non, là, vous pouvez pas. Ah bon, vous avez mal? Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Eh bien, voilà une rétrodeltoïdienne. Donc, vous avez compris. Merci. Vous marchez comme ça. Et c'est gentil. Et vous expliquez les choses les plus complexes de l'existence, ou celles où vous êtes le plus nul, n'est-ce pas? En lui caressant la rétrodeltoïdienne. Et ça marche. Ça passe, n'est-ce pas? Donc, ici, vous auriez un V deltoïdien. Donc, bon, ben, ce soir, c'est bien. On a plus. Alors, ici, vous avez un grand pectoral, vous êtes d'accord? Bon, mes amis, il n'y a que les crétins pour aller mettre le sein ici en croyant qu'en gonflant les grands pectoraux, ils vont monter comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous avez ce trait, vous placez le sein gentiment là où il est, pas comme vous voulez. Bon, qu'est-ce que je dois faire encore? Un petit peu là-haut, non? Un tout petit peu. C'est une femme. Donc, l'osioïde du jaune. Quelle heure il est? Moins le quart, zut. Donc, l'osioïde, le larynx, la glande thyroïde. En ce moment, à Lyon, il y a une exposition, on voit ça reproduit dans certains journaux, il y a une exposition d'une collection dans laquelle il y a les esquisses d'Ingres pour un truc inouï qui est au Louvre, la source. Bon. Mais les esquisses d'après le modèle, c'est du rêve, quoi. C'est un type qui savait rêver devant le modèle, celui-là. Ce n'est pas du tout ma religion, mais c'est extraordinaire. Voilà une thyroïde, si vous voulez. Alors, si vous ajoutez des yeux un peu globuleux, un peu bovins, comme disent certains, n'est-ce pas, ici, qui vont avec. Voilà. Allez, regarde, chérie. Voilà. 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 Un petit nez, non? Un petit nez en l'air.
dans les dessins d'Ingres, il y a souvent ça aussi. Voilà. Bon, il n'est pas très joli. Hein. Des trous de nez ici. Voilà. Donc, si vous voulez, quand l'œil, vous verrez dans l'esquisse d'Ingres, c'est très très beau. Enfin, il y en a une autre au Louvre aussi, sur un fond ocre rouge. Il y a un rapport direct morphologique entre l'œil globuleux, chez Baudelaire aussi, dans les rares dessins de Baudelaire qu'on ait, entre l'œil globuleux et le cou un peu goitreux qu'on adorait au XIXe siècle, n'est-ce pas, avec la larynx invisible, etc. Donc, c'est malheureux que je vais faire un nez tordu. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, voulez-vous, et ce sera la fin, voulez-vous un peu de l'apophyse mastoïdée là, voulez-vous un peu de sternocléido-mastoïdien, de, comment ça s'appelle, de trapèze, de sternocléido-mastoïdien, ben c'est pas mal là, parce que ça je suis assez content, sa glande thyroïde est vraiment très en avant, n'est-ce pas? Donc je vais vous sortir un chouïa de larynx, là c'est l'osioïde, vous êtes d'accord? L'os qui est là, n'est-ce pas? Alors donc, voilà l'osioïde avec ses petites fourches, n'est-ce pas, qui est homomorphe, n'est-ce pas, du maxillaire. Si vous voulez, je peux même vous mettre très vite le plancher, n'est-ce pas, dans lequel il y a des muscles digastriques. Et voilà donc l'arcature des voies supérieures de la respiration. Et là, n'est-ce pas, chez la femme, surtout si elle est soprano-colorature, il y a un tout petit larynx envahi par la glande thyroïde. Voilà, mes amis, je crois que je me contente de ça. Et on va vite, vite, vite. Vous n'avez pas de questions, j'espère? Hein? Si, Berthe, vite. Moi, monsieur, je regardais la seule équivalent rapidement. J'ai fait exprès de tout s'entendre, jamais savoir ce qu'était le trochanter, tellement que ce mot est découvert. Est-ce que c'est possible en 2 mots pour nous dire ce que c'est? Parce que c'est très extrême aussi. En 2 mots, c'est un grand truc en os qui est en haut du fémur et en dehors. Ouais. Donc, chez mon arrière-grand-mère, qui parlait français en seconde langue, qui avait une foi incroyable au point d'aller offrir des vitraux à l'église d'Albepierre, au-dessus de Murat. Ils ne sont pas beaux, mais c'est très émouvant. Elle allait à la messe tous les jours. Le curé la trouvait crevante. Et heureusement, un jour, le bon Dieu l'a récupérée, hein, en laissant la tête du fémur d'un côté, le trochanter de l'autre, et en cassant le col, n'est-ce pas? Et il gelait ce jour-là. Donc, elle a laissé son col, son trochanter sur le macadam. Son bassin est parti avec la tête et s'est cassé le col. C'est classique, c'est comme ça que le bon Dieu récupère les dames d'un certain âge. Voilà, diapo. Je voudrais regarder ma dame à moi. Elle est moins ignoble que celle du dernier cours d'avril, non, quand même. Mais enfin, j'avoue que j'avais le trac. Oh, la cuisse, là, c'est terrible. Hein. J'ai oublié la graisse, là. N'est-ce pas? J'ai oublié la graisse que j'avais mise précédemment. C'est pour ça que c'est très laid, n'est-ce pas? Donc, il faudrait habiller, là, avec de la graisse, retendre, etc., etc. Voilà. À l'avenir, je ne ferai plus ça. Je ne ferai que dessiner sans muscles, sans os. Je ne veux plus jamais en parler. D'accord? Voilà, allez, diapo. Qu'est-ce que je fais là? C'est de l'autre côté. Et puis, je n'ai pas ma flèche. Pousse-toi un petit peu parce que sinon ça va faire mauvais genre. C'est très joli ton truc. Voilà, ben, je vous ai tellement parlé de lui. N'est-ce pas? C'est de lui qui... Il n'était pas content du tout que je traîne aux Beaux-Arts. Quand il m'a embauché, j'étais militaire. Il m'a convoqué parce qu'il avait vu une peinture de moi chez Henriette Gomez. Là où il y avait, excusez-moi, Dupeux, Giacometti, Balthus et lui, n'est-ce pas? C'est donc Cassandre. Et il m'avait dit, qu'est-ce que vous allez faire à traîner aux Beaux-Arts, à écouter ce cours
d'anatomie. Et je lui disais, mais je vous assure, c'est intéressant. Il n'était pas content du tout. Il s'est suicidé en 68 et je suis rentré aux Beaux-Arts en 69. Voilà. Sinon, ça serait très, très, très mal passé, étant donné que quand il m'avait recruté, il était tout petit, il avait les lunettes sur le crâne jusqu'à la limite de la calvitie, avec un accent faubourien parisien de Titi, comme ça. Il m'avait dit, vous mesurez combien? Alors, je vais dire 1m90. Vous pesez combien? Alors, 80 kilos. Il me dit, vous avez fait les Beaux-Arts? Alors, j'ai dit non. Il me dit, ben, vous êtes sacrément fait pour la peinture, d'après ce que je vois. Bon. Diapo suivante. Avouez que c'est tendu, bon sang. Regardez ça. Hein, vous connaissez ça. Maintenant, ça vaut une fortune. Il s'est suicidé parce qu'il avait... Bon, allez, arrêtons. Mais on l'avait complètement oublié. C'est de l'inconvénient d'être célèbre à 25 ans. À 25 ans, quand vous voyez les photos de Cartier-Bresson, vous voyez des Cassandres dans tout Paris. Diapo suivante. Ah oui, c'est génial, quoi. Il n'y a plus ça sur un mur. Maintenant, il y a des gourdes à 5 ans, plein de silicone. Là, c'est un peu flou. Là, c'est de la mousse qui sort de la bière. Diapo. Avouez que ça, il faut le faire quand même, une lampe, non? Diapo. Je n'ai pas de lunettes. J'aime moins ça, je la trouve un peu fade, mais elle était en couleur, ça plaît la couleur. Allez, diapo. Ça, il faudrait que ce soit au point, c'est génial. C'est l'affiche de l'Alliance graphique. Voilà, c'est beau, 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 beau. Diapo suivante. Adolphe Mouron dit Cassandre. Diapo suivante. Mais il était fou parce que j'ai presque pas... Voilà, alors ça, tout le monde connaît. N'est-ce pas? Dubo, diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Et il y en avait encore une, rue de Sèvres, il y a 10 ans, qui a été effacée d'une façon scandaleuse. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Eh bien, c'est lui, mes amis, qui m'a dit un jour, quand on dessine une courbe, on pense la droite qui la sous-tend. Et tout mon cours tient là-dessus. Et il m'a dit aussi un jour dans de mes dessins, mon pauvre ami, parfois vous êtes doué, mais là, c'est vraiment spaghettomorphe. Diapo suivante. Là, il atteint le poétique, n'est-ce pas? Et diapo suivante, là, il a dépassé toutes les bornes. Voilà. Imaginez que c'était partout sur les murs de Paris, ces trucs-là. Des chefs-d'œuvre à tous les coins de rue, quoi. Et un petit bonhomme autoritaire, et un caractère de cochon délicieux, etc. Diapo suivante. Voilà, alors il avait... Voilà, ah oui, ça c'est un décor de théâtre pour Aix, parce qu'en plus de ça, il a créé le théâtre d'Aix-en-Provence pour le festival d'été, qui maintenant a été détruit, mais c'est normal, c'était du Balza, ça ne tenait plus, et puis ça ne correspondait plus au nombre de personnes qu'on accueille. Voilà, alors ça, c'était Gabriel Dusurgé, qui avec beaucoup de courage l'avait nommé directeur artistique, donc, et qui lui avait donné le décor du Don Juan. Donc ça, c'est le rideau de fond de scène, diapo, je vous montre la chambre de Donna Anna, qui était belle, parce que vous voyez, ce sont deux angles contrariés, etc. Voilà. Diapo suivante, quand je suis entré chez Cassandre pour travailler, il m'a donné une table de dessin, et au-dessus de la table de dessin, il y avait ça. Alors, en fait, Balthus a été la passion de Cassandre. C'était une passion d'homme, comme ça, absolument magnifique, et il avait sans doute acheté le tableau le plus austère, n'est-ce pas, et qui l'a suivi presque jusqu'à sa mort, toujours au-dessus d'une des tables à dessin, n'est-ce pas? Voilà, c'est donc un paysage de l'Archant qui date du moment de la guerre, voilà, de Balthus, au moment où Balthus était si grand. Diapo suivante. Ça, c'est une copie de jeunesse que vous avez peut-être vue à Orsay, que je trouve très jolie, d'après Piero della Francesca, très libre, très impressionnante, comme ça,
très douce dans les modelés, ça c'est ravissant, etc. Mais le Pierrot est magnifique, je le sais bien, donc c'est une copie. Diapo suivante. Une autre copie, d'après Pierrot. Il n'a pas fréquenté aucune école, il a simplement connu Rainer Maria Rilke à 13 ans, ce qui est pas mal pour des conseils du point de vue du goût. Et sa mère, Baladine Klosowska, qui était donc une amie de Rilke et qui a fait de jolies peintures relativement intéressantes. Et son père, comment s'appelait-il? Éric Klosowski avait écrit des livres sur Daumier, était ami de Bonnard. Donc, dans son berceau, il avait beaucoup de chance quand même. Diapo suivante. Alors, ça, c'est une peinture que j'adore, d'extrême jeunesse. Hein. Je crois que c'est 36. Il est né en 6 ou en 8, je ne me souviens plus. Mettons au point, c'est un tout petit peu flou. Elle est merveilleusement disproportionnée. Elle a un côté enseigne qui a été ma fascination de jeune homme. Mettons au point, c'est pas au point, non? Le nez de la dame. Stop, merci. Et si vous voulez, dans ma jeunesse, je me disais, je ne savais pas si je devais écrire ou peindre. Je me suis mis à peindre parce que je trouvais que c'était plus silencieux, etc. Et puis, je ne sais pas, bon, voilà, passons. Et je me disais, si un jour Balthus s'arrête devant une chose de moi, ça me suffit. Et en particulier, bon, ça c'était chez Pierre Matisse, mais j'en avais vu une reproduction, je l'ai vu un peu plus tard. C'est un petit 25 figures, je crois, hein, ou peut-être un 40, c'est-à-dire 80 ou 100 cm de haut. Diapo. Et la disproportion est merveilleuse, le quai est trop petit, enfin, mais c'est beau, c'est tout simple. Puis c'est Paris, la poésie de Paris. Diapo suivante, à cette époque-là. Vous voyez, même chose, il y avait un café place de l'Odéon. Vous voyez, ce sont des jouets d'enfants, tous ces personnages. Mais il y a une espèce de poésie toute simple. Les cheminées sont nulles, hein, mais il émane de ça, c'est encore en France, ça. Il émane de ça une poésie toute simple qui enchantait le petit gamin que j'étais, enfin le jeune homme que j'étais, qui avait été un gamin qui avait énormément marché dans Paris en allant justement des Halles à la montagne Sainte-Geneviève par tous les itinéraires possibles et inimaginables. Diapo suivante. Voilà, l'esquisse de la rue, la première, c'est un 120 ça, 1,95 m sur 1,30 m. C'est presque au point. Diapo suivante, voilà la rue, que je trouve un peu plus sèche, mais tout de même très impressionnante. Mettons au point, tous ces tableaux-là ne sont pas en France, n'est-ce pas? Tous les Balthus importants sont aux États-Unis, n'est-ce pas? En France, on n'a pas été capable, l'État n'a pas été capable. Moi, je me souviens, on se moquait de moi. Il y a eu une exposition autour de ce personnage de la NRF dont le nom m'échappe, n'est-ce pas? Et on avait fait venir, Matisse s'était débrouillé pour que ce tableau vienne à Paris. Je me souviens que les gens riaient, n'est-ce pas? C'était dans les années 50. Hein? Il n'a connu son succès que dans les années 60 et ça a été le début de la catastrophe. Diapo suivante. Alors ça c'est tout de même fou, ça appartenait à Picasso qui disait de lui « vous êtes le revers de ma médaille ». Diapo suivante. Alors ça, c'est ce tableau insupportable qui est maintenant à Beaubourg, n'est-ce pas, qui était dans la chambre de Pierre-Jean Jouve. C'est un tableau que je comprends bien, la plupart des femmes détestent et beaucoup de gens détestent. Tenez, voilà un moyen adducteur, qui est vraiment d'une présence très indécente. Et imaginez, si vous pouvez un jour, il y a des photographies de la chambre de Jouve, le poète, n'est-ce pas, très austère, avec ce seul tableau devant son lit, vivre avec ça pendant je ne sais combien de dizaines d'années, c'est quand même fou, non? Diapo. Voilà la petite Thérèse, qui est donc la petite fille que vous avez vue tout à l'heure avec son frère. Ça, c'est quand il vivait à Cour de Rohan, dans le quartier, là. Diapo suivante. Ça sent l'os, hein, je ne veux pas le dire, malléole, ta. Alors ça, c'est un tableau que vous ne verrez jamais, qui est chez des amis. On me le descendait dans ma chambre quand j'y allais, n'est-ce pas? Et c'est une feuille de carton, toute bête, et il y a une crête iliaque extraordinaire. Non, ne riez pas. Tout tient, le visage se casse la gueule, là, le cou ne tient pas, les seins sont un peu mis
comme ça. Mais il y a une crête iliaque, un moyen adducteur qui brille, vous le voyez là-bas? Voilà. Et c'est presque rien. Le pied, c'est n'importe quoi. Reculons un petit peu. Diapo précédente. Diapo précédente. C'est un type qui a le culot de laisser des n'importe quoi. Pour ma part, moi, je n'y arrive pas. Ah ben, je vais peut-être y arriver maintenant. Mais des incroyables n'importe quoi. N'est-ce pas? Diapo, regardez, là aussi, c'est un peu n'importe quoi. Surtout que c'était une amie à lui, n'est-ce pas? C'était la femme d'un de ses meilleurs amis qui était une danseuse relativement célèbre et douée. Je doute fort qu'elle ait eu des jambes de cet acabit, n'est-ce pas? Diapo suivante. Là aussi, vous avez de l'os partout, j'insiste pas. Mais ce type, n'est-ce pas, qui peint souvent avec une espèce de, comment dirais-je, de dandysme, au point que ça peut être n'importe quoi. Enfin là, le pied, c'est à la limite du supportable. Hein, eh bien, il y a 2 ou 3 écritures fascinantes comme ça qui vous entraînent dans la forêt profonde, quoi. Diapo suivante. Ça, c'est le portrait de Miro que vous connaissez peut-être, qui est au Museum of Modern Art. Diapo, il y a le portrait de Derain aussi qui est là-bas. Diapo. Ça, ce sont Olé Beaujour qui est à Washington, au Smithsonian. Diapo, ça c'est de la guerre, 40. Diapo, toujours de la guerre, je ne sais pas où il est. Il y en a 2. Ah, Balthus était totalement inconnu et c'était vraiment le grand peintre solitaire. C'est vraiment un exemple merveilleux. Et justement, quand je suis devenu un garde du corps à mon tour de Léonore Fini, je suis arrivé un soir à Meudon et je suis tombé sur La Rue et les portraits de Monsieur et Madame Hersant. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop beau, je suis plus tout seul. Bonsoir, voilà. Voilà. Je monte pas là. Non, je suis d'accord.